Bonjour à toutes et à tous et merci vraiment beaucoup au mercredi de la PMP de nous donner la parole. Donc quand je dis nous, donc moi je suis Christian Merca et donc il y a aussi Laurence Chenoux qui est là avec moi et qui est une conteuse et une enseignante du secondaire. Et nous faisons tous les deux partie de l'IREM de Lyon. Je vais me présenter et présenter un peu l'équipe. Donc l'équipe de l'IREM de Lyon, ça se passe à Lyon. Okay, donc à Lyon, on fait tout un tas de trucs super chouettes. On a des projets Erasmus+ tout autour du ventre. Moi, je suis aussi formateur à l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et d'éducation. Donc, je forme des futurs enseignants du secondaire en mathématiques et professeurs des écoles. Donc ça se passe à Lyon. Lyon, c'est vraiment donc c'est la ville lumière, c'est très très chouette. On a raté de faire une université, mais donc moi je suis à Lyon 1. Mais il y a d'autres endroits très très bien qui s'appellent par exemple l'École normale supérieure de Lyon ou tout un tas d'écoles d'ingénieurs avec qui on collabore pour faire des projets. Il y a un endroit tout à fait spécial. Si vous venez à Lyon, il faut vraiment le visiter. C'est la maison des mathématiques et de l'informatique. Okay, la maison des mathématiques et de l'informatique, c'est entre le club de geeks, le musée des mathématiques, le musée de l'informatique, et puis donc on fait tout un tas de choses. Par exemple, on a, hop là, c'était pas ce que je voulais faire. Donc on a une très très chouette équipe autour de la diffusion des mathématiques, qui est menée en particulier par Étienne Gis, qu'on voit beaucoup moins maintenant parce qu'il est secrétaire de l'Académie des sciences à Paris, mais il y a Aurélien Alvarez, un de ses collègues qui est là et qui prend la relève. Et donc, Étienne et moi avons encadré la thèse de Marie L'Huissier, qui encadré, c'est un bien grand mot, parce qu'elle a vraiment fait tout à fait ce qu'elle voulait. C'est-à-dire raconter des histoires et avoir un rapport très, je vais pas dire sentimental, mais qui ne cache pas les émotions, qui ne met pas les émotions qu'on a, et en particulier quand on est une jeune femme et qu'on fait des mathématiques dans un milieu qui est pas forcément très culturellement et historiquement propice à la présence des femmes dans les mathématiques. Et donc, elle a avec son amie Olga Romaskevich-Paris, elles font des choses vraiment très chouettes, en particulier ici à Lyon, des street maths, où donc on utilise le corps, on utilise les émotions pour faire des mathématiques. Et donc, Marie a inventé, a créé toute une série de contes autour d'objets contemporains des mathématiques. Donc les fractales, les entrelacs, les symétries. Enfin bon, bref, voilà. Donc c'est la participation de l'IREM de Lyon ne serait pas là à ce projet si elle n'avait pas été là. Donc ça c'est le projet donc Math City Map. Qu'est-ce que je dis, Mythe et Math, voilà. Et donc Laurence Chenoux, c'est une autre participante. J'ai raté quand même parce que je voulais dire, j'ai pas bien calé mon truc. Voilà, donc l'équipe de maths, donc c'est Marie L'Huissier, Laurence Chenoux, Sylvie Toriec et Cécile Chauvet qui sont toutes les deux CPC à Vénissieux. Voilà. Donc ça c'est l'équipe à Lyon. Voilà. Donc voilà, ok. Excusez-moi pour le mal de mer et le fait que j'ai pas bien mis ça dans l'ordre. Alors, le coordinateur du projet, c'est La Grande Oreille. C'est une revue des arts de la parole et du récit, une revue vraiment super chouette. Je vous enjoins à vous abonner à cette revue. C'est une revue autour du conte. Voilà. Il y a un autre partenaire qui est le collectif Oralité Auvergne, où donc il y a des conteurs professionnels. C'est une association de conteurs professionnels en Auvergne et qui participent à ce projet. C'est un projet international. Donc il y a une école primaire de Bulgarie à Vidin. Et puis une école primaire aussi à Guadalajara en Espagne, et nous sommes allés, le projet est allé là-bas, donc à Vidin en Bulgarie et puis à Guadalajara en Espagne, et nous avons participé en particulier en Espagne à un marathon des contes où nous avons raconté, donc c'est un moment vraiment fantastique dans la ville de Guadalajara,
donc où vous avez pendant 48 heures des gens qui se succèdent sur la scène pour raconter leur conte. Donc il y a l'EHPAD Juan Ibanez qui va raconter son conte, il y a l'école maternelle Pablo Picasso, il y a la famille Sanchez qui va raconter son conte. Enfin, c'est un moment qui fédère quand même vraiment la vie de cette petite ville, Guadalajara, autour du conte. Voilà, c'est quelque chose d'assez fantastique. Et donc, nous avons présenté un conte autour des 17 chameaux. Enfin, c'est une adaptation d'un conte traditionnel. Ok, donc ça c'est pour vous dire un petit peu le projet et les équipes qui composent ce projet. Alors, donc pourquoi ce projet? Eh ben, donc il y a un truc qui est vraiment fort en mathématiques, c'est que on fait des choses dans notre tête. Ok, on fait des mouvements dans notre tête avec des objets abstraits qui sont dans notre tête. Et ces objets ont à voir avec le réel, mais d'une manière vraiment distanciée. Ce sont des objets abstraits, mais qui nous permettent de mieux comprendre le réel. Donc, le maître mot, c'est modéliser. Modéliser un fragment de réel, c'est se le mettre dans la tête. Okay, et ensuite, être capable de partager cette image mentale qu'on s'est faite grâce au langage. Okay, donc, on s'exprime avec le langage. Le langage est vraiment central en mathématiques et ce projet, il est là pour que les professeurs des écoles en particulier soient au courant du fait que le langage, c'est vraiment... Nous, on a besoin du langage en maths, quoi. On a besoin que le langage soit bien établi et que les enfants soient capables de se construire des images mentales, d'observer le réel, de le décrire et d'en parler, quoi. Donc, le langage mathématique a beaucoup à voir avec le récit des contes. Bien entendu, il a un régime de validité tout à fait différent de celui des contes. Il ne faut pas être relativiste et dire que tout ça, c'est des histoires. Okay, les histoires que nous, on se raconte en mathématiques, elles sont quand même d'un type un peu particulier. Mais par-delà les notions mathématiques qu'on rencontre dans les contes, la méthodologie de résolution des problèmes des héros des histoires peut amener l'enfant à conscientiser et approfondir sa propre pratique dans le domaine scolaire et en particulier mathématique. Donc les hypothèses de base, c'est qu'il y a un point commun riche à travailler. Pour raconter ou même recevoir un conte, il faut être capable de se faire des images mentales d'une histoire. Le conteur n'apprend pas mot par mot cette histoire, mais cela représente mentalement la situation. Les protagonistes, les péripéties qui arrivent au héros, tout comme résoudre un problème en mathématiques ou se faire une preuve, eh bien, il y a un tel argument qui va intervenir à tel moment et changer carrément toute l'histoire. On était face à un mur et Thalès nous a permis d'aller plus loin. Bref, ok. Donc, il faut se construire des images mentales et ça s'apprend, ça s'exerce. Et nous avons créé une bibliothèque d'activités pour cela. Certains contes, même de très simples comptines à doigts, jusqu'aux énigmes sophistiquées, des partages d'héritage, voilà. Dans les 1000 et une nuits, vous avez tout un tas de choses autour des fractions qui sont intéressantes. D'ailleurs, Laurence Chenou en est une spécialiste. Et donc, ils ont des contenus mathématiques donc ça peut être de la logique, du raisonnement, plein de choses. Alors, je veux revenir rapidement sur les comptines à doigts. Donc, bien sûr, les comptines à doigts, c'est le cycle 1, la maternelle, c'est vraiment important. Mais pourquoi est-ce que c'est important en mathématiques? C'est important en mathématiques parce que si un enfant, il a une moufle à la place des mains, c'est-à-dire qu'il fait pas bien la différence, il n'a pas bien conscientisé le fait qu'il avait des doigts qui sont différents, qu'un index, ça n'est pas pareil qu'un majeur, ça n'est pas pareil qu'un annulaire, ce n'est pas pareil qu'un auriculaire, et que on a juste un pouce et puis des doigts. Si on a une construction mentale comme ça, en fait, on va avoir une représentation de corporelle, un schéma corporel qui est pas assez fin et qui permet pas de faire exister la collection canonique qui nous permet de construire 1, 2, 3, 4, 5. Moi, ma maman, mon papa, mon grand frère, et puis mon chien, quelque chose comme ça. Donc, on a besoin de cette individualité et les comptines à doigts sont vraiment là pour installer ça et le travailler et l'affiner. Et au-delà de la motricité fine, on a besoin du corps pour faire des maths. Ok, donc... donc, je vais vous raconter pourquoi est-ce que modéliser un fragment de réel, se le mettre dans la tête, eh bien, ça fait partie des maths déjà, et pourquoi est-ce que ça s'appuie sur le langage.
Donc, il y a je vais m'appuyer sur une métaphore qui est due à mon ami et collègue Cédric Villani, qui dit que la mathématique, c'est comme Lady of Shalott. Lady of Shalott, c'est un personnage élisabétain, des romans du 19e siècle en Angleterre. Et donc, la pauvrette, elle était frappée d'un sort qui l'empêchait de regarder la réalité en face. Elle ne pouvait regarder la réalité que dans son reflet dans un miroir. Alors, quand le beau Lancelot du Lac est venu à passer sur son beau cheval noir, elle n'a pas pu résister, elle l'a regardé directement et elle en est morte. Okay, ouais, après, donc, il y a eu tout un tas de poèmes et de très jolies peintures à ce propos, et dans l'Angleterre du 19e. Et donc là, cette métaphore, c'est la métaphore de la mathématique, mais surtout d'un mathématicien ou d'une mathématicienne qui confondrait son modèle avec la réalité, qui dirait la réalité va se passer comme ça. Ben non, c'est mon modèle prévoit que la réalité va se passer comme ça, mais c'est pas si évident que ça. Okay, donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Okay, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Oui, donc la mathématique ne parle pas de la réalité, elle ne parle pas directement de la réalité. Elle ne parle de la réalité qu'au travers de son reflet dans les modèles. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Alors, un modèle, donc ça c'est donc on a la réalité que je vais appeler A. Hein, nous on aime bien nommer les choses avec des lettres en maths. Hein, d'accord? On les appelle pas Albert ou Laurence ou Christian, on les appelle A. Ok? Donc j'ai une réalité A et j'ai un observateur B qui regarde cette réalité et qui voudrait bien en dire quelque chose. Eh bien la réalité A est trop complexe pour en parler. Eh bien l'observateur B va faire un modèle A étoile, plus simple a priori, de cette réalité. Et donc, ce modèle, ça va lui servir à quoi? Eh bien, ça va lui servir à questionner A et à répondre à ces questions simplement en se basant sur A étoile. Okay, donc, l'observateur B va se poser des questions sur A et y répondre sur A étoile. Okay, c'est ça l'idée d'un modèle. Donc, les modèles, on en a partout. Okay, donc, par exemple, dès que on parle, okay, eh bien, on remplace un objet réel. Par exemple, je vais dire bouteille. Okay, bouteille, c'est un mot. Et alors que une bouteille, c'est une chose réelle. J'ai remplacé une chose réelle par quelque chose qui est partagé culturellement, le mot bouteille. Okay, où là, bien entendu, la trahison des images, je crois que ça s'appelle, de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Okay, donc ce sont les mots. Ceci n'est pas une pipe. Bah oui, c'est pas une pipe, ça se fume pas, ça. Ok, c'est une représentation d'une pipe. Et donc en mathématiques, on est toujours à jouer entre ces subtilités de différentes représentations, différents registres de représentation, différentes articulations de représentation. Ok. Donc voilà. Donc nous, en mathématiques, on aime bien modéliser ce que c'est qu'un modèle, enfin dire ce que c'est. On a un problème réel et on l'amène dans les mathématiques et ensuite on le résout dans les mathématiques. Ne pensez pas que faire des mathématiques, c'est uniquement dans le monde des mathématiques. Ok, faire des mathématiques, c'est tout ce cycle-là. C'est tout ce cycle-là qui prend un problème réel, le transforme, se l'approprie, le simplifie, le modélise, le transporte dans le monde des mathématiques. Ça s'appelle la modélisation horizontale. Ensuite, là, vous avez un petit problème technique qui est de résoudre le problème mathématiquement, mais je vous assure que les mathématiques, c'est pas que ça, ok? Et une fois qu'on l'a résolu dans les mathématiques, le ramener dans le réel pour voir si les prédictions du modèle concordent avec la réalité, sont conformes à la réalité ou pas. Alors voici un petit, donc alors déjà, ça c'est Lancelot du Lac, Cédric Villani, c'est une petite blague. Et puis donc nous, mathématiciens professionnels, quand on parle de modélisation, souvent on parle de ces grosses choses-là, ok? L'équation de Schrödinger, l'équation de la chaleur, l'équation de la relativité générale, l'équation de la propagation des ondes, enfin que sais-je. Okay, donc ces grosses choses-là, ça reste des mystères pour quasiment la totalité des mathématiciennes et des mathématiciens, hein, que ce soit bien clair. D'accord. Même moi, je comprends pas, je sais plus ce qu'il voulait dire, Cédric, avec la théorie du transport, l'équation du transport, la première, là, qu'est-ce que c'était, le étoile ou le prime, là? Je me souviens plus. Ok, je l'ai compris à un petit moment, mais voilà, je m'en sers pas et donc voilà. Donc, mais pour autant,
la mathématique nous permet de faire plein de choses, de modéliser plein de choses. Alors donc là, c'est une petite vidéo qui commence par une citation de Russell. Les mathématiques, quand elles sont bien vues, possèdent non seulement la vérité, mais aussi la beauté, une beauté froide et austère, sans les pièges de la peinture ou de la musique. Et donc là, vous avez une musique qui passe, vous l'entendez pas. Là, vous avez les lois de probabilité. Donc à droite, vous avez la réalité, un phénomène, au milieu sa modélisation et à gauche la théorie qui sous-tend cette modélisation. Ici, la croissance des cristaux de glace. Là, la géométrie symplectique et puis une toupie. Là, les focales et là, ici, la dissolution du sucre dans l'eau et puis des équations chimiques stoïchiométriques. Là, les équations de Navier-Stokes et puis les nuages. Là, l'informatique et le codage binaire. Ici, la croissance des plantes et les systèmes de fonctions itérés. Là, les empreintes digitales et le code génétique à partir de AGCT. Voilà. Ici, la décomposition du son avec différentes convolutions par des filtres. Là, l'évolution du prix de l'essence et puis des probabilités et des statistiques. Encore une fois, Navier-Stokes et puis le fait qu'il y a un avion qui vole. Ici, d'informatique et des portes logiques, la logique et la beauté des mathématiques. Voilà, donc les mathématiques sont donc font beaucoup de choses, quoi. Donc c'est comme un spectre qui nous permet d'étudier la réalité sous différents aspects. Voilà. Donc voilà, très bien. Donc voilà, moi j'ai terminé ma présentation. Donc comprenez bien que la mathématique a besoin du langage, et a besoin des images mentales qu'on peut se faire quand on parle de compte. Alors maintenant, nous allons passer à une partie de compte et c'est Laurence Chenoux qui va prendre la parole et vous entraîner un peu dans un compte. Et puis, très bien. Et nous aurons aussi après un petit moment pour découvrir le site internet. Donc vas-y, Laurence. Alors, juste avant de démarrer le compte, je voudrais juste me présenter un tout petit peu plus pour dire que je suis prof de maths et conteuse et que dans ma pratique, moi, je m'intéresse beaucoup aux aspects du langage dans les mathématiques, c'est-à-dire comment, pour faire des mathématiques, il faut savoir manipuler le langage. Et en 2017, j'ai commencé à travailler sur ces aspects. J'ai écrit un mémoire de recherche sur les apports du compte oral dans l'enseignement des mathématiques. Et ce mémoire de recherche m'a amené après à rejoindre le projet Erasmus+, qui correspondait complètement à mon travail de recherche. Et que je suis plus dans le pratique, c'est-à-dire que je continue aujourd'hui à mener des projets toutes les années avec des élèves de 6e où je les amène à raconter des contes merveilleux ou des énigmes ou des problèmes de maths, ou alors des énigmes insérées dans les contes merveilleux, et où ils doivent raconter le conte, raconter le problème et la résolution du problème à une autre classe. Et donc, ça fait vraiment miroir à ce projet Mythes et Maths. Voilà. Et donc, maintenant, si vous le voulez bien, on peut démarrer sur ce conte qui s'appelle Le joueur de livres, et où de temps en temps, je vais faire des pauses et où Christian va venir agrémenter cette histoire de mathématiques. Il était une fois, donc, un roi et une reine qui s'aimaient d'amour tendre. Et le roi était très, très, très amoureux de la reine. Elle était belle, elle était intelligente et elle avait une qualité supplémentaire, c'est qu'elle savait jouer de tous les instruments. Elle jouait de la harpe, elle jouait du piano, elle jouait du violon et surtout, elle jouait de la lyre. Et quand elle jouait et qu'elle chantait,
Ça enchantait le roi et ça lui permettait d'oublier les pensées qui tournaient dans sa tête. Parce que le roi, c'était un bon roi. Mais il était un peu, on va dire, un peu orgueilleux, un peu fier. Il aimait par-dessus tout que ses sujets l'admirent. Et ça, c'était vraiment très important pour lui. En ce temps-là, dans le pays et aussi tout autour du pays, des nouvelles inquiétantes sont arrivées. Au-delà des frontières des pays amis, s'était installé un monarque cynique, cruel, qui avait des agissements inquiétants. Il kidnappait les marchands qui passaient dans son pays, il les réduisait en esclavage, mais il kidnappait aussi bien les diplomates, voire les chefs d'État, et il régnait en maître absolu par la terreur. Et vous savez, les relations diplomatiques entre les pays, c'est beaucoup basé sur les échanges commerciaux. Et là, les échanges commerciaux ne pouvaient plus avoir lieu parce que plus personne ne pouvait aller ni acheter ni vendre dans le pays du monarque cruel. Et ça faisait que dans le pays du roi amoureux et dans les pays autour, on commençait à manquer de denrées pourtant essentielles. Alors les rois autour ont décidé de partir pour aller faire la guerre au monarque cruel. Et le roi amoureux, fier comme il était, n'a pas voulu rester en reste. Et lui aussi, il est parti. Alors un jour d'entre les jours, il a mis le chemin sous ses pieds. Il est parti. Voilà pour lui. Et on n'a plus entendu parler de lui pendant 3 ans. 3 longues années. Bon, ben là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Vous pouvez utiliser alors, c'est à vous de la mettre en plein écran. Donc, je peux enlever mon partage d'écran. OK. Et c'est à vous de la mettre en plein écran. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer pendant 3 longues années? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez utiliser le chat si vous avez des petites idées. Qu'est-ce qui se passe aussi du point de vue de la reine, hein, qui est restée. Hein. Bah ouais, une guerre roi. Très bien. Oui, qu'est-ce qui a pu se passer dans le royaume ou à l'extérieur? Il guerroie, oui, il fait la guerre. Ok. Bon, voilà pour lui. On peut continuer peut-être. Vas-y. Alors peut-être, moi, je ne peux pas couper votre micro, mais par contre, vous pouvez couper votre micro. Merci Nathalie. La reine, elle est restée là. Et elle a attendu. Et au bout de 3 ans, un message est arrivé. C'était un petit bout de mauvais papier, un peu froissé, plié en 4. Et quand la reine l'a reçu, tout de suite, elle est allée dans ses appartements. Elle a compris que ça venait du roi pour le lire tranquillement. Elle l'a déplié délicatement, il était en mauvais état. Et le message ne contenait qu'une ligne, une seule ligne. Alors, elle a reconnu l'écriture du roi, mais c'était une écriture déformée, comme si le roi avait du mal à écrire. Et le message disait « Je suis prisonnier du monarque cruel, vends tous nos biens et viens me délivrer, viens me racheter. » La reine a posé la lettre et elle a réfléchi. Elle a réfléchi longtemps. Elle a mesuré les difficultés, les risques de cette entreprise. Tout vendre. Oui, mais à qui? Les rois des pays voisins étaient déjà partis. Et eux seuls auraient pu racheter le royaume du roi. Et puis, même si on trouvait un acheteur, si elle trouvait un acheteur, qu'allait devenir leur sujet. Et puis, si elle arrivait à vendre et qu'elle partait au pays du monarque cruel, s'il était à la hauteur de sa réputation, ce monarque, il risquait fort
de lui prendre, de la dépouiller, elle, de toutes ses richesses et de la réduire, elle aussi, en esclavage. Et alors, à ce moment-là, elle et son mari seraient esclaves, prisonniers tous les deux, et tout ça n'aurait servi à rien. Elle est restée là longtemps, à réfléchir. Et pendant ce temps-là, peu à peu, l'obscurité a envahi sa chambre. On s'arrête? Alors, qu'est-ce qu'elle peut prendre comme décision, d'après vous? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à elle? Qu'est-ce qu'elle va décider? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, la reine s'occupait fort bien des affaires d'État, oui. Elle chantait et jouait, toujours, oui. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut faire? Elle se déguise en musicien ambulant. Daniel dit ça, bon, pourquoi pas. Donc, faut voir qu'on n'est pas forcément... Enfin, voilà, le conte s'adresse à un certain public, hein, des enfants, a priori. Elle part avec sa lyre pour délivrer le roi, dit Agnès. Voyons voir. Elle essaye de sauver le roi ou elle s'occupe du royaume. Elle oublie le roi. Ah, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Ok, on n'a plus d'hypothèse. Elle allume la lumière. Oui. Alors, je continue un petit peu le récit. À l'aube, la reine s'est redressée. Elle a préparé quelques affaires et elle s'est glissée sans bruit hors du royaume. Personne ne s'est aperçu de son départ et personne n'a su ce qu'elle était devenue. Qu'a-t-elle bien pu devenir? Bon, on a déjà commencé certaines hypothèses, donc vas-y, continue. Ouais. Ok. Pendant ce temps, au pays du monarque cruel, le roi, on va dire qu'il n'était pas à la fête. Dans la journée, il était attelé comme une bête, comme un cheval ou comme un bœuf à une charrue et il devait labourer la terre. Et la nuit, il dormait dans une prison sale et morbide. Il n'avait pour compagnon que d'autres miséreux aussi misérables que lui. Et la nuit, quelques rats qui leur glissaient entre les jambes. On lui apportait au crépuscule une écuelle remplie d'un liquide un peu sombre où nageaient parfois quelques légumes et un morceau de pain dur. Il était bien loin du faste de son château, de la nourriture richement et finement préparée. Et puis, il était bien loin de son épouse aussi. Alors, au début de sa captivité, il avait réussi à vendre son manteau de roi, son manteau royal, à un garde un peu corrompu. En échange d'un morceau de papier, d'un crayon et de la promesse d'envoyer le message à la reine. Il avait fallu 3 ans, 3 longues années, pour que le roi réussisse à écrire ce message. Et à ce moment-là, ses mains étaient tellement calleuses qu'il avait déjà eu beaucoup de mal à écrire une seule ligne. Et depuis que le message était parti, le roi attendait. Il attendait que la reine arrive. Et la reine n'arrivait pas. Alors, il comptait les jours comme ça, il les écrivait sur le mur de la prison pour ne pas en perdre le fil. Et dans sa tête, les pensées tournaient et retournaient. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire?
Ça fait 3 jours, 4 jours, mais elle aurait déjà dû tout vendre. Elle devrait déjà être là. Elle va arriver demain, c'est sûr. Mais non, elle est toujours pas là. Elle n'arrive pas, mais pourquoi n'est-elle pas là? Mais le roi tournait et retournait ses pensées dans sa tête. Et ça l'occupait beaucoup. Et il est retourné tellement qu'il était à la limite de devenir fou. La prison était un trou de ténèbres et de souffrance. Et cette prison-là, elle était accolée au palais du monarque cruel, qui lui, c'était un palais blanc avec des jardins verdoyants, avec de la lumière, avec des fêtes, avec de la nourriture en abondance. Et pourtant, malgré toute cette richesse, il régnait dans le royaume comme une ombre, comme un sentiment de malaise. Alors, on peut penser que c'était dû à toute la souffrance sur laquelle ce pays était bâti. Mais les choses étaient ainsi. Et puis un jour, dans la cour du roi, un ménestrel, un saltimbanque est arrivé. Ça faisait bien longtemps qu'aucun artiste n'était arrivé dans le pays du monarque cruel. Il restait bien à ses côtés quelques artistes fortement corrompus et sans talent qui occupaient toute leur journée à chanter les louanges du roi, mais c'était tout. Personne de libre n'était venu comme ça dans sa cour, et ce ménestrel-là est arrivé et il s'est mis à jouer. Il a commencé à chanter. Et son chant disait « Je suis venu de loin, emportant pour unique bien ma lyre entre mes mains. Écoutez mon chant qui soupire. Qui me donnera ce que mon cœur désire ou qui me donnera ce que mon cœur désire ?» Le monarque a d'abord été étonné, et puis il a tendu l'oreille. Mais d'où venait ce chant inconnu? Cette musique, c'était comme un souffle d'air frais qui soufflait sur la ville, sur son palais. C'était beau, c'était doux, c'était gai, c'était espiègle. Ah, ça lui a plu. Alors il s'est levé, il est allé dans la cour, il est allé voir le ménestrel, et il lui a dit « Ménestrel, si tu joues pour moi, 1 jour, non, 2 jours, non. Si tu joues pour moi 3 jours, je te donne tout ce que tu veux. Ton prix sera le mien. » Et le joueur de lyre est resté. Et pendant 3 jours, il a joué, il a chanté. Et cette musique, elle était douce, vivante, espiègle, mélancolique, tendre. Elle était si tellement que, eh bien, les geôliers ont oublié de frapper les prisonniers, qu'ils ont doublé leur ration de soupe, que le majordome a fait une déclaration d'amour à la cuisinière et que les roses du jardin se sont ouvertes. Et le joueur chantait. La joie d'un premier baiser d'amour, le chagrin de l'adieu sans recours. Écoutez mon chant qui soupire, qui me donnera ce que mon cœur désire? Qui me donnera ce que mon cœur désire? Je dis le prince en sa grandeur et le captif en sa douleur. Entre les murs de son malheur, écoutez mon chant qui soupire, qui me donnera ce que mon cœur désire? Qui me donnera ce que mon cœur désire? Au bout du 3e jour, le joueur de lyre s'est arrêté. Alors le monarque est venu le voir, il l'a félicité, il lui a dit, eh bien, voilà, dis-moi ce que tu veux. Est-ce que tu veux des terres, des sacs d'or? Je te donnerai ce que tu veux. Et le joueur de lyre a souri, il lui a dit, je vous remercie, mais moi, ce que je voudrais, c'est un compagnon de route. Quelqu'un qui soit de mon pays, qui parle ma langue, pour que je ne sois pas seule sur les chemins. Oh ben, le monarque a trouvé que c'était bien modeste comme demande. Il a dit oui tout de suite. Et il a envoyé un garde accompagner le joueur de lyre jusqu'en prison. Dans la prison, pendant les 3 jours, eh bien,
la vie avait été beaucoup plus douce pour les prisonniers. Ils avaient mieux mangé, on avait même oublié de les emmener travailler, et tous avaient pu écouter la musique, tous. Même le roi amoureux. Et cette musique lui est allée droit au cœur, ça lui rappelait tellement de choses, tellement de souvenirs. Son palais, sa bien-aimée. Oui, sa bien-aimée. Parlons-en. Elle n'était toujours pas arrivée. Et qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire? Sûrement, elle l'avait oublié. Le joueur de lyre, pendant ce temps, s'est promené dans la prison et il a regardé comme ça tous les prisonniers. Il s'est arrêté juste devant le roi. Il lui a dit, toi là, oui, toi là, est-ce que ça te dirait de m'accompagner sur les chemins? Une fraction de seconde, le roi hésitait. Il s'est dit, oui, mais si je pars aujourd'hui avec le ménestrel et que la reine arrive demain pour me racheter, on va se croiser. Non. Si la reine avait dû arriver, elle serait déjà là. Elle m'a oublié, c'est sûr et certain. Il s'est levé. Il a suivi le joueur de lyre. Et tous les deux sont partis sur les chemins. Alors, ils ont partagé le bon et le moins bon. Ils ont partagé le soleil, la chaleur, le froid. Ils ont partagé les nuits d'orage et puis les matins limpides. Et une amitié, c'est déclaré. Et c'est vrai, certains jours, quand même, le roi était étrangement troublé par le joueur de lyre. Il appréciait tellement sa démarche, son allure, sa façon de parler, d'écouter et surtout sa façon de jouer de la musique. Bon, heureusement, ils sont arrivés enfin au pays du roi. Et quand il a retrouvé ses terres, quand il a vu au loin son palais, le roi a oublié qu'il avait été prisonnier, il s'est senti à nouveau roi, solide, fier, puissant. Alors il s'est tourné vers le ménestrel et lui a dit, joueur de lyre, libère-moi parce que tu sais, je ne suis pas un simple prisonnier, je suis le roi de ce pays. Et puis quand je serai libre, quand je serai rentré chez moi, tu peux venir me voir. Je te récompenserai à la hauteur de ce que tu as fait pour moi, parce que non seulement tu m'as libéré, mais tu m'as certainement sauvé la vie. Et le joueur s'est incliné, le joueur de lyre s'est incliné. Il lui a dit dans un sourire, mais tu étais libre depuis que tu avais quitté la prison. Je n'ai pas besoin de tout ce que tu m'offres. Oh ben, dit le roi, vraiment, je suis touché par ta grandeur d'âme. Mais alors, accepte au moins de venir me voir, d'être mon invité. Et le joueur des lyres s'est encore incliné et lui a dit, je viendrai quand le moment sera venu. Les deux voyageurs se sont séparés et le roi est rentré dans son château. Chose étrange. 1 heure à peine avant l'arrivée du roi dans le château, la reine y était réapparue comme par magie. Personne ne l'avait vue, elle était dans ses appartements. Le roi est rentré, tout le monde l'a accueilli, ses ministres ont fait cercle autour de lui, et la reine s'est jointe aux autres pour l'accueillir. Mais le roi ne lui a même pas jeté un regard. Il a serré la main chaleureusement à chacun de ses ministres, les félicitant du fait qu'ils aient bien tenu le château et le palais pendant son absence. Et puis il s'est tourné vers la reine et a dit assez haut et fort pour que tout le monde l'entende, « Ah mais regardez mon épouse bien-aimée. » Oui, soi-disant bien-aimée. Je lui ai demandé de venir me délivrer et qu'a-t-elle fait? Rien, elle n'a pas bougé, elle est restée là, à attendre les bras croisés. En entendant ces paroles, la reine n'a pas insisté, elle a fait demi-tour, elle est rentrée dans ses appartements. Et dès que la reine a eu disparu, laissez-moi vous dire que les langues se sont déliées.
et qu'on n'a pas tardé à raconter au roi que, eh bien oui, non seulement la reine n'avait pas fait ce que le roi attendait d'elle, mais qu'en plus, elle avait disparu et qu'elle venait juste de réapparaître. Alors là, le roi est rentré dans une grande colère. Et il a commencé à dire que cette femme-là serait jugée sur la place publique. Et c'est à ce moment-là que des notes de musique sont montées de la cour. Et le roi, tout de suite, a reconnu la musique de son ami, le joueur de lyre. Alors vite, il est descendu et le joueur de lyre était là en bas. Il l'a pris par la main et il l'a emmené dans le château pour le présenter à tous ses ministres et il leur a dit, voilà le joueur de lyre qui m'a sauvé la vie. C'est à lui que vous devez ma présence ici et moi, je suis prêt, sans hésiter, à lui donner la moitié de mes biens. Alors le joueur de lyre s'est incliné bien bas, avec beaucoup d'élégance. Une élégance que, normalement, seuls les nobles ont, ceux qui ont eu une belle éducation. Et quand il s'est redressé, il a ouvert la cape qui l'enveloppait et tout le monde a pu reconnaître, déguisée en saltimbanque, la reine elle-même. Alors le roi est tombé à genoux, reconnaissant sous les traits du joueur de lyre son épouse bien-aimée dont il a pu reconnaître non seulement l'amour qu'elle lui portait, mais aussi son intelligence particulièrement fine. Alors dans le royaume, il y a eu de grandes réjouissances, bien sûr, pour fêter le retour du roi. Et quant au roi et à la reine, ils avaient encore un long chemin à parcourir ensemble, dont on ne sait pas ce qu'il a été, peut-être parce que c'est une autre histoire. Et cette histoire est terminée. Merci beaucoup, Laurence. Voilà, donc vous avez un conte qui touche à différentes hypothèses. À chaque fois, on se construit une hypothèse, et puis ces hypothèses, il faut les nouvelles données nous permettent de dire oui, donc bravo d'abord, hein. On peut t'applaudir. Et donc on a différentes hypothèses qu'il faut affiner en fonction des nouvelles informations qu'on reçoit. Donc ça touche donc la construction des différentes probabilités, de la théorie de l'esprit, hein, de ce qui se passe dans la tête des gens qui sont en face de vous. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, quel calcul de probabilité ils font aussi. Et donc, c'est une entrée un petit peu imagée sur les probabilités. Voilà. On peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est comme ça que nous, on la voit dans le projet. Donc, parce que beaucoup d'élèves n'adhèrent pas culturellement aux probabilités. Déjà, peut-être que culturellement, ils sont pas habitués à jouer, à avoir les dés. Ça peut être le mektoub, on n'y peut rien, d'accord. C'est-à-dire que c'est pas à nous, pauvres humains, d'avoir à prévoir. Il y a un autre problème qu'on peut rencontrer dans ce conte, c'est que il peut y avoir deux issues, mais ces deux issues ne sont pas forcément équiprobables. Okay, quand on a deux issues, eh bien, elles sont pas forcément équiprobables. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin pour commencer à entrer dans les probabilités. Ensuite, un troisième fait qui nous permet d'embrayer sur des maths, c'est que quand on ne sait pas ce qui va advenir, eh bien, c'est pas pour autant qu'on ne peut rien dire. Ok, on peut dire des choses, on peut faire des suppositions et donc jauger les différentes options qui s'offrent à nous. Bref, voilà. Donc là, c'était un exemple d'un conte avec certaines choses qu'on peut faire derrière. Donc, parler des histoires de manière générale, c'est l'occasion d'initier la métacognition nécessaire aux mathématiques. Le héros ou l'héroïne réussit rarement du premier coup. Il faut persévérer, changer de stratégie. Par exemple, le petit poussé sème des cailloux, comme nous, en mathématiques, on écrit des calculs intermédiaires pour pouvoir revenir en arrière si on s'est trompé, pour être plus rapide s'il faut reprendre le même chemin. Et donc, notre projet met en lumière toutes ces métaphores du travail mathématique et qui sont nombreuses et riches
entre les mathématiques et le compte. Donc, je vais vous présenter rapidement, dans les quelques minutes qui nous restent, avant les questions, notre site. Donc, voilà notre site, vous le voyez, donc Mitémat. Donc, si il y a un petit blabla sur le rapport entre les mathématiques et les comptes. Vous pouvez en savoir plus ici. Notre démarche en 3 points, donc il y a s'approprier les notions mathématiques, illustrer la démarche mathématique et développer les compétences cognitives. Et nous avons des fiches pédagogiques autour de ces choses-là. Et donc, pour utiliser le Mitémat, eh bien, donc, la première chose à faire, c'est par exemple de s'approprier cette très grande librairie que nous avons. Vous voyez, donc, on a 4 tabulations en haut de l'écran. Le premier, c'est compte à dire et écouter. Et donc là, quand on clique dessus, eh bien, on a cette librairie de, pour l'instant, 80 comptes. Donc, par exemple, les 10 petits chiens. Et si vous survolez, donc vous pouvez chercher par titre ou par mot-clé. Et si vous survolez, vous avez donc des notions mathématiques en vert, comme par exemple addition et soustraction. Dans les 10 petits chiens, on effectue successivement des soustractions de 1. Okay. C'est un comptage. On compte à rebours de 10 à 1 dans les 10 petits chiens. Il y en a un qui tombe, etc. Voilà. Donc, on a des mots-clés qui sont en rouge, par exemple résolution de problème. Là, dans la clé, un compte de sagesse, pour résoudre un problème, on doit souvent partir de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait faire, même si ça semble éloigné du but. Donc, merci beaucoup à Marie Huissier qui a pris beaucoup de temps à étiqueter finement tous ces comptes. Donc, le loup et les 7 chevreaux que tout le monde connaît. Donc, c'est par exemple la pensée critique. Les chevreaux font preuve d'un peu d'esprit critique, mais ne vont pas au bout de leur pensée critique. Okay. Donc voilà, donc vous avez tout un tas de comptes comme ça. Vous pouvez les filtrer par âge, par notion mathématique, comme par exemple les fractions. Voilà, donc là ici j'ai cliqué sur fractions et je n'ai maintenant plus que les comptes qui parlent des fractions. Par exemple l'âge de Diophante, ou les 2 oursons et le renard, le testament du paysan, ça c'est un des préférés de Laurence, c'est à Laurence qu'on le doit, celui-ci. L'œil d'Horus, par exemple. Le nom des, pardon, je te coupe, qu'on connaît aussi sous le nom des 17 chameaux, qui est voilà. un problème de maths qu'on trouve dans des manuels maintenant. Voilà, donc là, je vais dessus, par exemple, et donc ici, on a la fiche pédagogique, le testament du paysan, et donc on peut retrouver le compte, voilà, donc ici, on a le compte qui est là. Il est assez court, à chaque fois, on a réduit le compte de manière à ce que ça puisse tenir c'est-à-dire qu'on puisse se le mettre en tête relativement facilement. Après, c'est à vous, soit de le lire, tout simplement, soit de l'interpréter. On vous conseille en général de l'interpréter. Et donc, derrière, il y a une fiche mathématique. Donc, proportion dispute et donc là, c'est la fiche mathématique maintenant, où donc on a un résumé du compte. Avant de mourir, un paysan laisse à ses 3 fils un testament où il leur indique comme il souhaite à sa mort partager ses 17 chevaux entre eux. Okay, c'est celui que nous avons donné à Guadalajara. Sa répartition inégale rend les héritiers perplexes et obligés de demander de l'aide d'un vieux fermier. Celui-ci ajoute son cheval et réussit à contenter chaque fils au-delà de leurs espérances, tout en gardant le sien. Voilà le résumé du conte. Okay. Donc, il y a un à propos du conte qui nous place en perspective. Donc, en particulier, il est attribué à Ali ibn Abi Talib, qui est donc le gendre du prophète Mahomet, et donc qui a fait beaucoup de jugements, de partage de testament. Donc là ici c'est écrit traditionnellement attribué, mais bon c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà. Et donc ensuite, on a une fiche pédagogique qui nous parle de, on va parler de fraction d'une quantité, la division euclidienne avec reste, résoudre un problème impliquant un partage, ça c'est les notions mathématiques. Et donc les objectifs pédagogiques avec les grandes compétences, calculer, raisonner, modéliser, et donc la pensée critique, la résolution de problèmes, et donc une activité où on divise 17 par 2, par 3, par 9. À chaque fois, on voit que ça tombe jamais juste. Okay, c'est ça qui
qui fait que les filles sont perplexes. Par contre, 18, eh bien, est divisible par 2, par 3 et par 9. Okay, et donc, en fait, on se rend compte à la fin que un demi plus un tiers plus un neuvième, qui étaient les fractions qui étaient dans le testament, ça ne fait pas la totalité. Donc, la totalité de l'héritage n'a pas été partagée. Puisque un demi plus un tiers plus un neuvième, ça fait 17 18e et non pas 18 18e. Okay, donc, c'est bien en permettant d'avoir ce 18 18e que finalement on revient. Ok, ça c'est des fiches pédagogiques. Ok, donc vous avez des fiches pédagogiques mathématiques que vous pouvez télécharger en PDF. Et puis vous avez donc aussi des compétences transversales qui permettent de déguiser d'autres compétences, des compétences plus transverses, mais dont on a besoin en mathématiques et qui sont relativement peu travaillées en concordance avec les mathématiques, dans le cours de mathématiques, mais dont nous avons besoin, nous. Donc, par exemple, il y en a un que j'aime bien, c'est cartographier un compte pour le mémoriser, c'est-à-dire changer de registre, passer d'un registre d'élocution orale d'un conte à sa visualisation sous forme d'un schéma. Donc, organiser, relier la cause à la conséquence, coopérer. Donc, par exemple, on a la petite poule rousse qui doit faire des choses. Eh bien, donc, la flèche dans un diagramme, ça peut être une flèche temporelle, une flèche spatiale avec un déplacement ou une flèche de causalité. Okay, et donc, il y a une sémantique de la flèche et du diagramme qu'il faut travailler. Donc voilà, donc on peut dessiner les étapes d'une histoire, se raconter des histoires, mélanger les différentes étapes pour les remettre dans l'ordre, etc. Voilà, donc ça c'est un type de fiche qu'on peut avoir. D'autres fiches, par exemple le jeu de la ville de Rome, ça c'est un jeu. Okay, on organise le groupe en cercle. Et puis donc le premier commence par dans la ville de Rome, au centre de la ville, il y a une place. Et le deuxième reprend, dans la ville de Rome, au centre de la ville, il y a une place, au centre de cette place, il y a une fontaine. Et le troisième reprend en ajoutant des détails. Et de cette manière-là, donc, tour à tour, chaque élève va rajouter un détail. Il faut que ces détails soient concordants. Si jamais si on revient au même endroit, il faut que ce soit la même chose, quoi. Où il peut arriver des péripéties qui mettent en jeu les éléments qui ont été évoqués par les élèves. Et comme ça, eh bien, à la fin, on réussit à se mettre en tête une histoire assez complexe et à travailler des images mentales. Parce que les images mentales, on le voit bien quand même, en fait, c'est souvent ce qui fait la différence entre un élève qui est bon en maths et un élève qui est pas bon en maths. Et on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Mais il y en a un qui a compris, qui a réussi à se mettre ça en tête, et l'autre qui n'a pas réussi. Eh ben, peut-être, c'est une hypothèse de notre projet, mais c'est une hypothèse qui est vraiment très peu falsifiable, qu'on va avoir du mal à mettre en jeu d'un point de vue scientifique, c'est que se construire des images mentales, c'est long, et ça s'exerce en dehors aussi du cours de mathématiques, et pour autant on en a besoin. Et donc il faut revenir à ce que c'est qu'enseigner. Donc là, ici, alors vous êtes des grandes personnes, donc vous avez, il y a eu quand même Agnès qui a tout de suite vu, elle part avec sa lyre pour délivrer le roi. Bon ok, c'est un peu divulgaché là, d'accord, ok. Mais n'empêche qu'a priori cette histoire est quand même un peu résistante. Okay, c'est-à-dire que chacun doit se faire des hypothèses, faire un petit peu de métacognition, se dire bon ok, là qu'est-ce qui s'est passé, et puis s'approprier un peu ce qui est en train de se passer. Ce que Ricoeur appelle la Némésis 2, okay, la Némésis 2, voilà, où on est en train de comprendre un texte qui résiste et de scoltiner quelque chose qu'on n'a pas tout compris. Okay, il y a des choses qui nous ont échappé. Et l'apprentissage ne peut se passer que dans ce cas-là. Okay, donc ne donnez pas que des choses simples. Ne donnez pas des textes trop simples à lire à vos élèves, que ce soit en mathématiques ou en littérature. Il faut quand même que ça résiste, qu'il y ait des hypothèses, qu'il y ait des choses cachées, et se faire sa propre histoire. Si tout est donné, eh bien l'apprentissage est beaucoup plus difficile en fait. Il n'y a rien qui reste.
Ça s'en va parce que le texte n'a pas été assez résistant. Il peut être résistant de différentes façons. Il peut être résistant proliférant, ok. Alors ça va un peu dans tous les sens et puis on ne sait pas quel détail qui va nous permettre de suivre, ou au contraire résistant d'une autre manière, ou comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Ça y est, j'ai perdu mes mots. Il y a proliférant et puis bon, je ne sais plus comment on dit. Et donc il faut frustrer un peu les élèves. Il faut les habituer à ne pas tout comprendre d'un seul coup. Moi, j'ai coutume de dire que si vous avez compris du premier coup, c'est que vous n'êtes pas en train de faire des maths. Okay? Moi, mon travail en tant que mathématicien professionnel, ça a été très largement de ne pas réussir, de coltiner l'échec et l'échec. Alors bien sûr, il faut quand même avoir du plaisir de temps en temps à réussir, et c'est un immense plaisir. Mais n'empêche qu'il faut quand même avoir cette éducation à la résistance et à l'effort et au plaisir du changement et de la découverte du poteau rose, quoi. Là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer quand même dans ce couple-là, le roi amoureux qui a pensé que sa femme l'avait trahi. Bon, ça va peut-être être un peu moins simple. Donc voilà. Donc c'est pas ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça continue à résister derrière. Ok. Voilà. Donc moi je vais. Ouais. Vas-y. Je me permets juste de rajouter que le travail sur les énigmes, justement, active très rapidement ce plaisir de chercher et installe très rapidement aussi des joutes mathématiques. Alors, un problème comme les 17 chameaux, il y a eu tout un article sur la revue d'histoire des mathématiques qui explique que c'était en fait des joutes où on essayait de mesurer les compétences mathématiques à travers ce genre de problème posé de son interlocuteur pour savoir si sur le marché, le lendemain, on allait lui proposer la bonne affaire ou la moins bonne affaire. Et dans le travail sur les énigmes, les élèves se prennent au jeu et très rapidement, des fois, les parents se prennent aussi au jeu et les élèves reviennent avec d'autres énigmes pour savoir si vous êtes capable de les résoudre. Et quand on a fait ça, on a gagné. Voilà, on est rentré sur le terrain du jeu en mathématiques et ça, c'est précieux pour les apprentissages. Très bien, merci. Donc, est-ce que tu auras d'autres choses encore à rajouter, Laurence? Je te laisse la main. Voilà, écoute, là c'est bien. Je crois qu'on arrive à la fin du temps qui nous est imparti en plus. C'est ça. Faire place aux questions. Donc, voilà. Vous êtes les bienvenus à remettre votre micro et à poser des questions. Vous pouvez aussi utiliser le chat. Nous sommes à votre service. Merci beaucoup, Laurence et Christian, pour cette intervention. Laurence, un petit moment suspendu et Christian, ses liens avec les mathématiques. Alors, je vais peut-être poser une première question. Quel conseil donneriez-vous à un enseignant du premier degré qui voudrait se lancer dans les comptes mathématiques? Par quoi commencer? Moi, je dirais trouver déjà pas trop loin une association ou des personnes qui forment au compte. Parce que les enseignants ont souvent l'habitude de lire les textes. Et voilà, après, ça dépend de la peur qu'on a de parler sans texte, mais peut-être d'aller se former un peu pour apprendre à libérer un petit peu sa parole. Et puis, après, c'est en nageant qu'on apprend à nager, donc de raconter aux élèves, et de raconter vite, de raconter souvent, et de passer ce pas-là. Et en fait, il faut vraiment avoir confiance parce que quand on raconte un conte aux élèves, ils savent. Bon, moi, je travaille beaucoup avec des adolescents et c'est pas toujours des adolescents faciles avec lesquels je travaille, mais ils ont vraiment cette intuition qu'on se met en danger, qu'on leur offre quelque chose qui n'est pas habituel. Et du coup, ils pardonnent beaucoup de choses et ça marche, ça fonctionne. Voilà, faut faire confiance et puis faut faire alors commencer par des petites choses, pas forcément commencer par une histoire longue, commencer par des formes courtes et puis commencer à raconter, peut-être instaurer
un temps, bon, bah, c'est le mardi après-midi, en début d'après-midi, c'est le temps d'une histoire. Pourquoi pas? Instaurer un petit rituel de manière à forcer l'enseignant aussi à avoir quelque chose de nouveau à chaque fois. Et puis, voilà, se jeter à l'eau. Merci. Mais en tout cas, vous pouvez faire appel aussi donc à des conteurs professionnels locaux. Donc vous avez ici en Auvergne, vous avez le COA par exemple, donc une association de conteurs auvergnats, et donc et vous pouvez les inviter. En général, c'est pas gratuit, hein, donc il faut un petit peu de financement. Mais bon, voilà quoi. N'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit en ouvrant vos micros. Vous avez évoqué les contes racontés. Est-ce que vous avez aussi déjà fait quelque chose sur les contes écrits par les élèves? De l'écriture de contes pour mettre en mots, Alors, moi, je pense que c'est un autre travail. Pardon. Et c'est... excusez-moi. Le temps que Laurence boive, je mets dans le chat un petit questionnaire si jamais vous avez le temps voilà, peut-être pas forcément maintenant, de le remplir. Vous pouvez aller sur le site et regarder un petit peu et puis nous faire un retour. Voilà, si jamais ça. Et oui, donc je continue en disant c'est peut-être un travail plus littéraire que d'écrire un conte. Et justement, en fait, écrire un conte, on se rend compte assez vite que c'est pas si facile que ça, parce que le conte en lui-même, c'est un récit qui est très structuré. D'abord, c'est un récit court, donc il est obligé d'être structuré pour avoir un commencement, c'est-à-dire une mise en situation. Si on fait le rapprochement avec un problème mathématique, ça pourrait être l'énoncé. Après, il y a les aventures du héros, la quête du héros, et ça pourrait être le parallèle avec tout le développement mathématique. Et puis la résolution, la situation finale, où des fois c'est la situation initiale, améliorée, le héros il revient chez lui, il a trouvé un coffre d'or, où il va pouvoir épouser la princesse, enfin voilà, la fin de l'histoire. Et un conte est vraiment très très structuré avec une logique intrinsèque qui est forte. Et la difficulté des enfants, quand ils écrivent une histoire, au départ, c'est justement cette structure forte, c'est-à-dire que ça peut partir dans tous les sens et on voit pas bien où ça va et eux-mêmes ne savent pas où ça va. Donc, je pense que c'est plutôt un travail, c'est un travail plus littéraire et pour mettre des maths là-dedans, je trouve que c'est leur mettre la barre très très haute. Nous, dans le projet, on a fait le choix clair et net de partir de contes déjà existants et qui soit avaient des maths déjà à l'intérieur, soit dans lesquels on pouvait introduire des maths par des énigmes, il y a une astuce qui est claire, hein, qui est assez simple, c'est sur les contes qui s'y prêtent, de remplacer l'épreuve du héros par une énigme. Et ça fonctionne bien parce que ça ne dénature pas le conte et ça permet à l'histoire d'avancer. Mais quand nous-mêmes, on a essayé on a fait des essais de création de contes pour ce projet, et ça n'a pas vraiment abouti, quoi. C'était pas, même pour des adultes, c'est difficile. Donc, le demander à des enfants, je trouve que c'est vraiment multiplier les difficultés et qu'on risque de ne pas aboutir à quelque chose de construit. Par contre, donc Céline disait que le retour des participants là ici par le chat lui a gâché le plaisir. C'est vrai qu'on peut-être leur demander d'écrire quelque chose de manière à ne pas influencer sur les autres. Je suis d'accord. C'est vrai que ça pourrait ne pas divulgacher. Donc il y a
la manière dont les enfants répondent aux contes, qui est effectivement une question importante. Jean-Christophe demande quelle place donner à la manipulation, et là, Laurence, toi, tu fais beaucoup manipuler les élèves. Oui, moi j'essaye de les faire beaucoup manipuler. Et en particulier, il y a une vidéo qui montre la résolution de l'histoire des 5 pains. C'est voilà, elle arrive. Voilà, je n'ai pas le son. Voilà, cette histoire des 5 pains, donc c'est 2 hommes qui partent pour la journée. Il y en a un qui a 2 pains, l'autre qui a 3 pains. Un troisième arrive, il partage. Le troisième homme n'a pas à manger, donc il partage. Et quand le troisième homme s'en va, il leur donne 5 pièces en leur disant « vous partagez ». Et la question, c'est est-ce qu'on fait 2 et 3 ou est-ce qu'on fait 2 et demi ou 2 et demi. Et c'est encore une résolution du fameux imam Ali qui dit que la résolution est autre. Et on peut passer par les fractions, c'est-à-dire on peut passer par une vraie modélisation mathématique, mais là, je les fais résoudre aux élèves juste en manipulant, c'est-à-dire en prenant symboliquement des pains qui là sont des morceaux de papier accrochés au tableau avec des magnettes, et de vraiment visualiser, manipuler comment il se fait ce partage-là. Et pourquoi, à la fin, c'est la solution qui est ni 3, 2, ni 2,5, 2,5, mais qui en réalité est 4 et 1. Donc oui, c'est intéressant, bien sûr, de les faire manipuler à ce moment-là. Parce que ils sont prêts. Quand on raconte une histoire, il y a un phénomène qui se passe, c'est que l'auditeur, il s'identifie très très facilement au héros. Et donc, si le héros est en difficulté parce qu'il a un problème à résoudre, il veut le résoudre. Et donc, si on lui donne de quoi aider à trouver la solution, ils vont tout prendre. Là. Ça marche très bien. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Est-ce que tous les contes se prêtent à la manipulation ou certains seulement? Non, tous les contes ne se prêtent pas à la manipulation. Celui que j'ai raconté tout à l'heure, par exemple, je ne vois pas très bien ce qu'on aurait pu manipuler. On aurait pu, Christian l'a fait dans la fiche pédagogique, créer des arbres de probabilité. Mais ce n'est pas vraiment de la manipulation, ça permet de travailler la notion. Alors, par rapport au conte justement qui a été raconté tout à l'heure, donc on a Virginie qui nous dit « Après une histoire comme celle que vous venez de raconter, est-ce que vous emmenez les élèves vers des calculs de probabilité, d'autres exercices, des manipulations, ou bien le but est-il simplement d'éveiller un esprit mathématique ?» Alors, ça dépend des projets. Tel que le site Mythémat est conçu, l'idée, c'est, à partir du conte qui est raconté, d'amener les élèves vers des idées, vers des activités mathématiques. Et c'est l'objectif des fiches pédagogiques. Mais après, rien n'empêche, sur un travail sur l'année, de raconter d'autres contes. Moi, je raconte beaucoup de contes cadeaux, c'est-à-dire, voilà, c'est juste pour jouer, ou des énigmes, des devinettes, c'est juste pour éveiller à l'esprit mathématique, parce que dans une énigme, une devinette, des fois, il y a juste une logique, il y a juste regarder le problème autrement. Ça donne pas lieu forcément à un travail approfondi, mais un peu, ça éveille le goût de chercher. Et c'est ça qui est intéressant, parce que comme Christian disait tout à l'heure, faire des mathématiques, c'est beaucoup de temps à chercher et pas beaucoup de temps à trouver finalement. Oui, mais quel plaisir de trouver. Désolé, je me suis fait sortir. J'ai trouvé aussi, oui. J'ai plus de batterie sur mon... J'avais pas vu que maintenant, il est complètement déchargé, donc je peux pas me reconnecter. Ok, donc on va... Voilà. On était toujours là, on t'avait perdu. Oui. Alors Virginie pose une deuxième question en se demandant si les élèves sont eux-mêmes amenés à raconter. Ça peut faire partie du projet. Moi, dans les projets que je mène, je le disais tout à l'heure, j'amène les élèves à raconter, c'est-à-dire à travailler la structure de leur langage, la logique de leur langage, pour que ce soit compréhensible.
On sait qu'on travaille aujourd'hui avec des élèves qui ont très très peu de mots à leur vocabulaire et qui ont très très peu de structures grammaticales qui font sens pour eux. Donc, moi, je les fais travailler là-dessus. Et sur les fiches, sur les comptes qui sont proposés, eh ben, il y en a très bien que les élèves peuvent s'approprier et raconter à leur tour. Alors, ça peut être, moi, je les fais raconter devant une autre classe. Comme je fais ça avec des sixièmes, j'en profite pour travailler sur la liaison CM2 sixième parce que comme ça, ils vont raconter à des CM2. Ça donne de l'ampleur et de la richesse et de la profondeur au projet. Mais chacun peut utiliser ça comme il le veut. Ça peut être juste le professeur qui raconte et les élèves qui cherchent la résolution. Ou ça peut être les élèves qui s'approprient l'histoire et qui la racontent à leur tour. Tout est possible. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Alors, on avait plusieurs conteuses, me semble-t-il, que des femmes qui s'étaient déclarées conteuses. Est-ce que ça a fait écho à certaines de vos pratiques? Est-ce que vous avez découvert des choses? C'est Chantal. Alors, je dirais oui, bien sûr que ça m'a fait découvrir certaines choses. Justement, ça m'a bien expliqué ce que le conte a porté aux mathématiques et ce que je vais pouvoir raconter aux enseignantes avec qui je travaille en quelque sorte, puisque je fais des cercles conteurs. Bon, j'ai entendu qu'il y avait Nathalie, ça doit être Nathalie Tibur. Oui. Oui. Et donc, oui, c'est Nathalie Tibur. Donc voilà, je fais partie du COA aussi et des cercles conteurs, quoi. Et donc j'en anime plusieurs et c'est une ouverture qui m'intéresse parce que moi j'ai toujours aimé les mathématiques et je ne suis pas une littéraire en quelque sorte, comme on essaye de me classer. Et je n'avais pas d'argument, mais j'en ai trouvé dans tout ce que vous avez dit, Christian et toi, Laurence. Donc, c'est très bien. Et puis, je vais pouvoir... J'ai une enseignante qui a envie de continuer, donc je vais pouvoir l'orienter sur Nitemat et ça va lui donner des billes aussi. Merci en tout cas beaucoup. Merci à toi. Voilà ce que j'ai à dire. Et toutes les questions étaient bien. Ben, merci beaucoup à toutes et tous. Donc, vous êtes les bienvenus à utiliser le projet et tous les comptes qui s'y trouvent, toutes les fiches pédagogiques, donc regardez les notions mathématiques, comment on les a travaillées et à nous faire des retours en positif ou en négatif. Allez-y, voilà. Alors, on va peut-être remettre encore une fois le lien du Framaform. Je le remets en bas. Donc, comme ça, vous pourrez le copier et puis lorsque vous aurez expérimenté un petit peu, enfin exploré le site et que vous aurez pu expérimenter, vous pourrez faire un retour. Alors, il y a une question, Christian, qui est l'adresse pré-remplie est en AC-Lyon. Est-ce qu'on peut le remplir si on n'est pas de cette académie? Oui, c'est juste un exemple. Hein. C'est juste pour. Voilà. Et donc, j'imagine que l'adresse peut même être une adresse qui n'est pas une adresse académique. Tout à fait. Ça peut être Toto du 69 sans problème. Voilà. Pour répondre à la question d'Alexandra. Merci. Merci Laurence, merci Christian. S'il n'y a plus de questions, on va vous libérer et vous remercier pour le temps que vous avez consacré à la présentation de ce beau projet. Et puis, on espère que ça aura donné envie à d'autres de se lancer, d'aller explorer ce que vous proposez sur le site. Et puis, il s'enrichira au fil de ce que chacun pourra y apporter aussi. Très bien. Merci à toutes et tous. Au revoir. À bientôt, j'espère. Bonne soirée.
Au revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.